Pauline, je t'en prie, écoute-moi. C'est comme l'océan. Imagine que soudain le courant t'emporte. Tu auras beau être une excellente nageuse, et s'il est trop fort, tu te noieras. Je t'aime, Pauline. Je t'aimerai toujours. Je refuse de te laisser mourir pour rien. Charles, mais enfin, que veux-tu que je fasse? Rentre avec moi en France et reprends tout à zéro. Comment? Tu quitterais Louise? Non. À présent, je sais que je suis venu à la Belle Indienne pour te dire adieu. Alors, va-t'en. C'est la guerre! La guerre! Pourquoi criez-vous? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre! La milice de Charleston vient de prendre France comme terre! Nous ne pouvons plus faire marche arrière. Je vais aller le mettre sur votre selle, monsieur. Vous pourrez laisser votre cheval à l'écurie La Roque à Bâton Rouge. Et faites bon voyage, monsieur Haïtsé. Surtout faites bien attention aux tempêtes sur l'océan. Encore merci à vous deux. Bon voyage, Charles. Bonne chance, presse. Pourriez-vous rendre ce pendentif à Pauline? Oh, c'est moi qui lui ai offert. Veillez sur elle, presse. Jamais d'habitude. La faim. Allons, tiens, tiens.
Mais Ernest, je ne comprends pas. Tu prétends avoir vendu 16 000 caisses de champagne et ce que j'ai reçu en dollars couvre à peine la vente de 5 000. Mais enfin, regarde les livres de commande, tout est marqué. Et si c'était si grave que ça, pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Je t'ai écrit des douzaines de lettres adressées à la compagnie McLeod, à New York. Je ne les ai jamais reçues. Normal, tu n'étais jamais là. Champagne, Charles et Itzik, voyageurs de commerce et hommes du monde à la fois. Pour l'amour du ciel, Ernest. Combien de bouteilles as-tu réellement vendu? Tu insinues que je mens? Oui. Je veux voir les comptes. Toi, tu ne connais rien aux mathématiques. La gestion, pour toi, c'est du chinois. Montre-les-moi, Ernest. Tiens. J'en fais cadeau. M'associer avec toi est la plus grave erreur que j'ai jamais commise. Dire que depuis 6 mois, j'étais là à suer sang et eau pour tenter de sauver cette société, pendant que toi, tu jouais les dandys auprès des Américaines. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas aussi naïf que ma sœur. J'aimerais savoir de quoi tu m'accuses, au juste. Tu le sais parfaitement. Alors? Ça vient d'Ernest? Non. Non, il s'est montré parfaitement honnête et maintenant je comprends mieux sa colère. C'est McLeod. C'est forcément lui. C'est à lui qu'on payait le champagne et il n'a pas envoyé l'argent. Mais comment est-ce possible? Ça, je l'ignore. Je lui télégraphierai dans la matinée. Ernest a dit qu'il avait emprunté de l'argent à Pierre-Henri. Non, Charles. Il n'aurait pas fait ça. Un demi-million de francs sur l'hypothèque des vignes de Verzy. Comment a-t-il pu en arriver là? J'imagine qu'il n'avait probablement pas le choix. Il va falloir que je traite avec Pierre-Henri. L'armée française démarre au Mexique. J'ai entendu Charles, viens juste Hein? Ah, prenez une chaise et mettez-la là. Une victoire des Confédérés à Manassas. Ah! Cher neveu! Oh, que c'est aimable de venir me rendre visite. Bonjour, mon oncle. Non, non, mais je t'en prie, serre-toi, hein, tu veux déjeuner? Le but de ma visite n'a rien de vraiment mondain. Ah. Je suis venu pour le prêt que vous avez accordé à Ernest. Oui. Vous avez prêté 500 000 francs avec la caution d'un domaine qui en vaut 10 fois plus. Non, attends, Ernest, c'est ton partenaire, hein? Pas le mien. J'ai une proposition à vous faire, mon oncle. Je vous rachète l'hypothèque sur le vignoble et en échange de quoi je vous cède 10% sur les ventes de champagne pour les 2 années à venir. Vous allez tripler vos bénéfices. Mais pourquoi ne veux-tu pas rembourser le prêt qui a été fait maintenant et on n'en parle plus? Voyons, j'ai cru comprendre que tes affaires marchaient très bien en Amérique. Ou bien m'aurait-on dépeint un tableau qui serait hélas trop flatteur en regard d'une bien triste réalité? Non, non, le champagne est apprécié là-bas. J'en ai vendu pour 10 millions de francs en moins de 6 mois. Dans ce cas, tu ne devrais avoir aucun problème pour rembourser mon modeste prêt. Vous avez volontairement trompé Ernest. Je t'accorde 3 mois, c'est tout. Ah, Charles, mes meilleurs souhaits t'accompagnent. Présente mes bons vœux de rétablissement à ta chère mère. Dis-moi, peut-être es-tu intéressé par les dernières nouvelles de la guerre en Amérique?
Je ne vous céderai jamais le domaine de mon père. Ton père, lui aussi, était sans arrêt en voyage. La Russie, Rome, Londres. Mais je me sentais jamais seule quand il n'était pas là. Son amour m'accompagnait à chaque instant de la journée. Il me réchauffait pendant les longues nuits de solitude. Quand tu aimes, Charles, quand tu aimes profondément ceux qui partagent ta vie, alors tu n'es jamais seul. C'est quand même insensé. J'ai l'impression d'être à peine descendu du bateau, et voilà que je dois repartir. Mais cette fois, lorsque tu reviendras, notre fils montera à cheval. Dis pas ça, ce n'est pas drôle. Mm. En tout cas, je reviendrai à temps pour payer Pierre-Henri moi-même, sois-en sûr. Il faudra que tu te dépêches. Ne crains rien. Louise, au fait, il y a autre chose. J'aimerais t'en parler. Je crois qu'il faut que je te le dise maintenant, puisque je m'en vais demain. À propos de Pauline Winslow. Qui t'a donné ça? Ernest, je crois que c'est Pierre-Henri qui lui avait donné. Ce traître de Pierre-Henri. Louise, je suis vraiment navré. J'étais au courant pour vous deux. Lorsque j'ai vu cette gravure, j'ai pensé que vous étiez à nouveau ensemble. J'ai eu mal. Mais je savais que tu reviendrais. Pour les vignes, pas pour moi. Je suis revenu pour toi. Cette histoire est terminée. Complètement terminée. Oui, je te crois. Tu me l'as prouvé dans tes bras. Au revoir. Sois prudent. Monsieur Etsy. Votre départ était plutôt précipité, monsieur Heidsieck. J'ai des affaires urgentes à régler à New York. Voilà 6 semaines que vous êtes rentré en France. Et je suis étonné, je m'attendais à un rapport concernant vos activités en Amérique. Désolé, mais j'en ai fini avec l'espionnage. À présent, je me vois obligé de m'occuper de mes affaires. Monsieur Heidsieck, en tant que fidèle citoyen Selon moi, un français... pays tel que la France ne devrait pas se mêler d'intrigues politiques concernant la guerre civile en Amérique. Ni même au Mexique, d'ailleurs. Vous avez pourtant reçu des appuis considérables de la part de notre gouvernement. Et en tant que fidèle citoyen français, je vous en remercie. Et comment pensez-vous vous débrouiller en Amérique sans notre appui ni notre protection? C'est mon problème, est-ce tout? Monsieur Heidsieck, je ferais très attention si j'étais vous.
combat était fait. L'armée attend ses 3 cargaisons, c'est urgent. Oui, c'est les sacs qui ont été mouillés, monsieur MacLeod. Tout le fond est moisi, c'est un moment. Eh ben, double-les d'un autre sac, espèce d'abruti, mon d'absent, je ne bouge pas dans cette histoire. Allez, grouille-toi. Vous êtes le soleil dans un ciel d'orage. Mais on m'avait dit que vous étiez retourné en France. C'est vrai. Je vous ai envoyé 3 télégrammes de France. De France? C'est vraiment la meilleure, je ne les ai jamais reçus. C'est la guerre ici, vous savez. Je suis venu récupérer mon argent, monsieur MacLeod. Mais Charlie, je vais essayer de grappiller une centaine de dollars, disons, d'ici vendredi, mais j'ai un mal de chien pour me faire payer de ces sales touristes. C'est la guerre ici, je vous dis. Vous avez déjà envoyé 73 000 $ avant que la guerre n'ait été déclarée. Que sont devenus les reçus de New York, Boston, Baltimore? Oh, j'ai envoyé l'argent à votre bureau en France. Je veux voir vos livres de compte, MacLeod. Mais même mon comptable y tient à jour, il s'en occupe très bien. Je veux les voir immédiatement. D'accord, Charlie, ne vous énervez pas. Mais je ne suis pas un voleur, je ne veux pas vous prendre quoi que ce soit, voyons. Ils doivent être par là, oui. Attendez, je vais vous les montrer tout de suite. Mais je me demande où mon comptable a pu les ranger. Oh non, je vous en prie, ne tirez pas. Bon alors, où sont-ils? Sacré bon sang, je meurs de faim, moi. Il faut que je mange. Si on allait jusque chez Duffy, c'est à l'angle de la rue, et je vous offrirai un steak, vous m'en direz des nouvelles, hein. D'après mes calculs, vous me devez exactement 312 000 $ en liquide et environ 267 000 $ en traite. Enfin, vous ne pensez pas que je vais vous croire, Charlie. Bon alors, très bien, allez-y, vérifiez vous-même, allez. Ça, ce sont les vôtres. Et voici les miens. Là, il y a tous les reçus. Au travail. Salut. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai juste un mot à dire à l'espèce de vermine qui est assise à côté de vous. Désolé, mais on n'a pas le temps. Oh non, ça ne sera pas long. Écoutez, il faudra revenir plus tard. Ah, plutôt chatouilleux, l'étranger. Ça suffit maintenant, sortez! Je m'en vais. Inutile de vous mettre en colère, Charlie. C'est bon, je m'en vais. Immédiatement. Allez, finissons-en. Charlie, je n'ai pas d'argent. Ouvrez le coffre. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est dit. Le coffre. D'accord, Charlie, il n'y a que des papiers là-dedans. Non, regardez, il n'y a pas d'argent dans ça. Et ça, c'est quoi?
West, alors, où est-ce que vous avez planqué votre pistolet? Je ne porte pas d'armes. Bien. Voilà qui est préférable, mon petit gars. Allons discuter à l'intérieur. Que voulez-vous? Faites-moi d'abord voir un peu ce qu'il y a au fond de ce sac. Et pas un geste brusque. Ça, c'est la meilleure de l'année. Où se trouve le reste? Qui êtes-vous? Où est-ce que se trouve le fric que vous avez pris à ma crapule de frère? Vous plaisantez? Vous êtes son frère? Alors, ce petit malin a compris qu'il allait y avoir la guerre. Et il s'est dit que, profitant de l'aubaine, il fera un malheur à la bourse. Avec l'argent des autres, hein? Oh, pour ce genre de détails, mon frère n'a jamais été très regardant. Enfin bref, la bourse l'a complètement lessivé. Et à vous alors, qu'est-ce qu'il a pris? Il a vendu la ferme que ma mère avait laissée. Près de 300 acres dans le Kentucky. Vendu pour une misère 7000 $ à peine. Et j'avais l'intention de lui faire sortir l'argent de sa planque. Vous êtes intervenu à ce moment-là et vous m'avez doublé. Désolé. Charles, vous êtes déjà allé à Denver, c'est dans le Colorado. Non, je ne suis pas allé par là. Tous ceux qui vont vers l'ouest s'arrêtent à Denver. Les chercheurs d'or, les cow-boys, les pionniers, et tout le monde, quoi. Et figurez-vous que j'avais ma petite idée. Je voudrais monter un commerce à Denver. Un grand magasin qui vendrait des outils, des tentes, des vêtements, de la farine, du bacon, des pommes de terre, tout ce dont les gens ont besoin pour arriver en Californie. Mais ça me paraît une excellente idée. Ah, je crois, oui. Bon, alors écoute-moi, Tom. Ruiné pour ruiné, partageons en frères, je t'en donne la moitié. J'ai déjà envoyé 100 000 $ à la famille. Fais ce que tu veux avec ta part. Je te souhaite bonne chance au Colorado. Tiens, voilà 4 500 pour toi et 4 500 pour moi. Hein? Eh bien, t'es un vrai gentleman, Charles. Bon, alors, nous voilà associés maintenant. Tu m'avais pourtant assuré que Charles ne serait jamais capable de payer cette hypothèque dans les délais. Ça a pris jusqu'au dernier sou de ce qu'il avait envoyé d'Amérique. Et sa maison est toujours en dette auprès des banques, des fournisseurs. Ça pourrait très mal finir. Vraiment. Pierre-Henri, je vous donne ma parole que je vous livrerai très bientôt les champagnes Charles et Six sur un plateau d'argent. Oh, ta parole. Oh, la belle affaire. La moitié de la récolte a pourri sur pied. Mon mari est parti se battre auprès du général Lee. Nous n'avons plus assez de coton pour rembourser nos dettes. Mais je peux vous donner des esclaves. Non, pas d'esclaves. Mais je prendrai le coton qu'il vous reste. Vous savez, je n'ai plus les moyens de les nourrir aussi bien qu'avant, mais ils sont encore en bonne santé. Non, madame, pas d'esclaves. Vous repartez vers le nord, monsieur? Non, j'ai acheté suffisamment de coton. Je vais dans le sud, au port de Mobile. Ah, c'est plus raisonnable. J'ai appris que l'armée du général Grant avait mis nos soldats en déroute, non loin d'ici. Il a pris Nashville la semaine dernière. Si vous voulez partir, je peux vous offrir mon escorte. C'est très aimable à vous, cher monsieur, mais pour rien au monde, je ne quitterai mon domaine. Bonne chance, madame. Ah, mais c'est notre espion français. Depuis le temps que je cherchais à la vendre, je n'ai pas hésité une seconde. John Whisky. Champagne, Charlie. Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Eh bien, je pourrais en dire de même pour vous.
Et Pauline n'est pas là? Non, elle est restée à la plantation avec Preston. J'ai cru comprendre que vous vous étiez disputé avec Pauline. En fait, c'était vous le mari idéal, Charles. Elle aurait vécu la grande passion. Sauf que pour elle, je n'étais qu'un petit négociant sans fortune. Je voilà, vous aime. monsieur. Merci. Je me suis souvent demandé pourquoi. Évidemment, mes bateaux et mon argent, ils sont pour quelque chose. Je ne vous cache pas que nous avons passé de merveilleux moments ensemble. Et je plains l'homme qui n'a jamais eu une Pauline dans sa vie. Merci. Levons nos verres. À Pauline. À Pauline. Alors, quels sont vos projets, Charles? Eh bien, j'essaie de récupérer mon argent. Des dollars confédérés? Non, du tabac, du coton. Je prends tout ce que je trouve. Savez-vous que je propose des prix très compétitifs sur les transports transatlantiques? Ah oui? Dois-je comprendre que vous forcez le blocus? Exact. Désirez-vous rencontrer le capitaine Andrews? Il commande la Sorcière Rouge à Mobile, en Alabama. Il y a toute une flotte nordiste dans le coin. Et je ne vous cacherai pas que la Sorcière Rouge aura du mal à les éviter. Ce n'est rien à côté des risques que j'ai dû prendre pour avoir ce coton. J'avais parié 10 $ à Valdez que vous ne pouviez pas y arriver. C'est gentil. Alors tenez, c'est l'adresse de ma banque à Paris. Je vous donne aussi une lettre pour ma femme. J'aimerais que vous la postiez à votre arrivée. Vous devriez embarquer avec nous demain soir. J'ai entendu dire que l'amiral Farragut allait faire le blocus du port de Mobile. La situation s'aggrave. Il a pris la Nouvelle-Orléans il y a 6 jours. Vous dites? Il a conduit toute sa flotte sur le Mississippi. Et toute une armée de nordistes a débarqué. Oh là là, le général Benjamin Butler ne doit plus être très loin de Bâton Rouge maintenant. Bâton Rouge? C'est justement là que se trouve la bonne indienne, Pauline, Madame Winslow. Eh bien, si elle y est encore, Butler la tient. Jetro, mon cheval, vite! Dépêche-toi! Hé, vous êtes tombé sur la tête? Vous partez en Louisiane? Mais j'en reviendrai! Ah, vous n'êtes pas très prudent, hein, Charles Hetzig.
Merci, docteur. De rien, monsieur. Debout, monsieur Charles Leipzig. Bonjour, général. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà comment vous auriez pu finir. Vous avez tous été jugés coupables de crimes envers le gouvernement fédéral des États-Unis. Conformément à la loi martiale en vigueur dans la province militaire de Louisiane, ceux qui tenteront de s'échapper seront fusillés. Tu ferais mieux de t'occuper de ta gamelle si tu peux pas plaire à son empare. Eh, je sais, c'est pas très ragoûtant, mais c'est la seule chose qui te permet d'éviter une mort certaine. Non. Ordre du docteur. L'aime-le J. Hawkins, chirurgien-chef à l'hôpital du Sacré-Cœur, à la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce qui vous a amené à rencontrer le général Pettler? J'ai soigné 4 jeunes nordistes qui s'étaient réfugiés dans ma grange. Ils avaient déserté. J'ai pas voulu les dénoncer, j'en ai pris pour 5 ans. Je peux m'estimer heureux. Il les a fait fusiller. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Clément, vous étiez le fidèle compagnon de mon mari, l'ami et aussi le maître de Charles. Promettez-moi de toujours rester auprès de lui. Madame, je vous
vous en donne ma parole. Pierre-Henri. Merci d'être venu. J'aurais voulu venir ici tellement plus souvent. Il y a tellement longtemps. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir. Je vous aimais trop. Beaucoup trop. Pierre-Henri. Prenez soin de mon chat. Louise. Je suis là, mère. Aie confiance au chat. Il sera bientôt de retour, c'est une question de jour. Dans sa dernière lettre, il dit que tout va pour le mieux. Il me demande de vous dire qu'il pense bien à vous et qu'il vous embrasse. Chat. Alors, où est-il? À la prison de Fort Jackson, en Louisiane. Oh, Louise, chérie. Je suis navré d'être le messager d'une aussi terrible nouvelle. Mais je puis vous assurer que nous ferons l'impossible pour le sortir de là. Nous vous le ramènerons. Non, Charles. Je ne peux rien avaler. Je vous donne ma part. Ce sera mon cadeau de Noël, les amis. Garde! Garde! Il y a un malade ici! Charles, j'irai pas dans leur hôpital. Écoutez-moi, Alain. Il faut faire quelque chose, sinon... Ah, je sais. Et si je vais dans cet hôpital, je mourrai encore plus vite. Que Dieu vous garde, mes très chers frères, et qui vous donne la paix. Oh, et rappelez-vous que notre souvenir est né un soir d'hiver. Oh, il est venu sauver notre âme et racheter nos péchés. C'est grâce à lui que nous vivons.
Vois-tu cette lumière ambrée, étincelante? Ensuite, l'odorat. Sens-tu la douce tiédeur du vent dans les vignes? Cette odeur de soleil. La sens-tu? L'ouïe, l'oreille. La voix des anges. Entends-tu leur doux murmure? Ah, je les entends. La saveur. Picotement des bulles sur la langue. La sens-tu? J'ai écrit je ne sais combien de lettres à Monsieur Lampin. Ainsi qu'il me l'avait promis, il vous les a remises en main propre. Mais mon mari est toujours en prison. Il faut que vous compreniez, chère madame, que la situation politique aux États-Unis est des plus complexes. Le système juridique américain J'ai fait appel à des avocats américains, monsieur, à des experts en droit pénal de ce pays. Et ils m'ont tous expliqué qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'intervention du gouvernement français. C'est une affaire excessivement délicate, madame. Et en temps de guerre, les relations diplomatiques requièrent la plus grande délicatesse. Il est en train de mourir dans cette horrible prison. Et vous n'avez rien fait pour le libérer, strictement rien. Ce genre de démarche exige de la patience, madame. Je n'ai plus le temps d'attendre. Et je pense que les journaux ne demanderont qu'à m'aider. L'Univers, le Moniteur, j'irai même trouver l'impératrice Eugénie. Et je suis curieuse de savoir ce qu'elle dira lorsqu'elle apprendra qu'un honnête homme d'affaires français est en prison en Amérique et que le ministère des Affaires étrangères refuse obstinément, pour je sais quelle raison, de l'aider. Madame. Madame Heidsieck, d'ici quelques jours, c'est-à-dire la semaine prochaine, j'enverrai une lettre à Washington. Et au nom de la France, je demanderai la libération de votre époux. Écrivez cette lettre immédiatement. Je voudrais voir Monsieur Charles Heidsieck. Heidsieck. Le français. C'est cela. Ah oui, je vois. Si vous voulez bien me suivre. J'espère pour vous qu'il va bien, monsieur. Non, ne l'emmenez pas. Je m'occupe de lui, laissez-le tranquille. Du calme. Du calme. Je suis son ami. Charles. Charles.
cauchemar est fini. Je vous emmène. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez chercher une civière. Monsieur, cette prison est une honte. Le général Butler avait donné des ordres. À votre place, je m'éloignerai de Butler. C'est un conseil. En tant que gouverneur militaire, il était de mon devoir de procéder à la réorganisation de la Louisiane. Les prisonniers ont été jugés selon la loi martiale. Il convient d'être particulièrement intraitable avec les rebelles si nous voulons les rééduquer, les réhabiliter. Je tiens à vous préciser que nous n'avons pas pris les armes pour plonger nos frères sudistes dans un climat de terreur, général Butler. Quelle que soit l'importance de notre cause, vos méthodes inhumaines et dictatoriales n'ont aucune place dans la société que nous nous efforçons de reconstruire. Mais ma mission était claire. J'attends votre lettre de démission de vos fonctions de gouverneur de la Louisiane dans l'heure qui suit. Mais, Monsieur le Président... Je n'ai rien à ajouter. Entrez. Charles. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? On ne peut mieux. Oui, j'imagine. Ah, j'ai des nouvelles pour vous. Pauline? Elle a été projetée hors du chariot. Ce sont des gens de la Belle Indienne qui l'ont retrouvée. Ils l'ont recueillie et m'ont prévenu aussitôt. J'ai pu m'arranger pour la faire sortir de Louisiane d'ici 8 mois. Au fait, Charles, elle est encore sous choc, soyez pas surpris. Pauline? Charles, est-ce vraiment vous? Oh, mon amour, je suis tellement heureuse de vous revoir. Vous tombez bien. Vous allez m'aider? J'écris à Maximilien. Je dois lui écrire en français. C'est lui qui commande l'armée française au Mexique. Pauline, de quoi tu parles? De Maximilien, l'empereur du Mexique, Charles. Vous ne connaissez pas la nouvelle? Il s'apprête à repousser ces satanés Yankees. Il va envoyer toute une armée française pour nous venir en aide. Ils vont traverser le Texas, remonter le Mississippi, direction Washington. Et on pendra Abraham Lincoln devant la Maison-Blanche. Pauline, la guerre est quasiment finie. Le Sud est en train de se rendre. Vous n'y êtes pas du tout, Charles. Lee regroupe ses armées. Preston est à la Belle Indienne. À l'heure qu'il est, il entraîne sa cavalerie, il distribue des armes. Et quand les forces françaises seront là, le Sud pourra reprendre ses terres. T'en prie, Pauline, écoute-moi. Preston est mort. L'armée de Lee est en déroute. Le Sud est vaincu. Comment osez-vous dire cela? Vous êtes un vendu, un traître. Si vous remettez les pieds dans mon quartier général avec un tel discours, je vous fais fusiller. Oh, je suis vraiment désolée.
Mon Dieu, où ai-je la tête? Nous nous aimons tellement, Charles. J'ai quelque chose pour toi. Ce n'est pas la première fois que vous me le rendez. Je rentre en France, Pauline. Alors, bonne chance. Adieu, Pauline. Dis-moi, Florent, tu peux m'expliquer? Ernest a pris toutes les bouteilles. Je viens chercher ma part, tu me dis. J'ai traversé les vignes ce matin. Nous allons avoir une belle récolte. Nous allons avoir une superbe récolte. Si nous arrivons à la rentrée. Je te prie de m'excuser, je ne voudrais pas te troubler dans ton recueillement. Louise m'a dit que vous veniez ici tous les jours. J'espère que tu n'y vois aucune objection. Non.
Thérèse était la femme la plus admirable que j'ai jamais rencontrée. Malheureusement, ton père me l'a Ça, c'est une prise. histoire ancienne, mon oncle. La vigne est belle, tu vas avoir une bonne récolte cette année. Je me demande s'ils vont accepter de travailler pour toi. Tous les ouvriers savent que vous êtes au bord de la Ne faillite. vous inquiétez pas pour moi, j'ai une famille très courageuse. S'il le faut, nous cueillerons le raisin nous-mêmes. Charles, j'ai racheté ton hypothèque à la banque. Tu as 5 jours pour payer ta dette. 5 jours, pas davantage. Vends-moi tes vignobles, Charles. Vends-les-moi avant que je ne sois obligé de les faire saisir. Je veillerai à ce que vous ne manquiez jamais de rien, cher neveu. Bien sûr. Pauvre idiot! Je serais forcé de te détruire, tu l'auras voulu. chance s'ils arrivent à vendanger 2 acres. La persévérance dans l'absurdité. D'autant plus ridicule que les vignobles seront à nous à la fin de la semaine. Maintenant, si cela ne t'ennuie pas, Ernest, j'aimerais être seul. J'ai du travail. Vous avez eu le temps de lire notre contrat d'association? Non, vraiment pas. Quand le lirez-vous? Je n'ai pas l'intention de lire ce contrat, Ernest, parce que je n'ai pas l'intention de le signer.